Bonjour, bienvenue sur InfoCrime. Aujourd'hui, il est sorti dans les journaux de nouvelles informations sur Michel Fourniret, sur son affaire, de nouveaux cold cases dans lesquels il est soupçonné. On va un peu voir ça. On va parler juste de ceux qui viennent de sortir, pas ceux qu'on connaissait déjà. On va un peu faire le point. Parmi ces cold cases, il y en a où il n'y a pas d'informations. Pas de photos de la victime, pas d'informations, rien du tout sur internet, pas d'article, rien. Les autres, on va un peu en discuter, je vais essayer de ne pas vous répéter ce qu'il y a déjà dans les articles, dans les journaux, parce que sinon ça sert à rien. On va voir un peu qu'est-ce qui fait que Michel Fourniret pourrait être impliqué dans ces affaires, ou ce qui pourrait le disculper, et après on verra. On va commencer par le meurtre de Caroline Pinault, qui a été retrouvée dans un sac de couchage, en culotte et en soutien-gorge, en position fétale. Le corps il a été retrouvé à Orcé dans l'Essonne en 1996. Alors, qu'est-ce qui pourrait laisser penser que c'est Fourniret dans cette affaire? Bon, déjà apparemment c'est un crime sexuel. Et surtout le corps il a été retrouvé dans une zone de confort de Michel Fourniret parce qu'en fait il a habité à 30 km de là, à Clairefontaine en Yvelines. Déjà. Et aussi il a sévi dans l'Essonne, Michel Fourniret. Il a commis des violences séries là-bas. Donc c'est sur ces terres. Par contre, ce qui pourrait faire croire que c'est pas lui, c'est qu'elle a été vue monter dans un van. Michel Fourniret, à ma connaissance, il n'avait pas de van. Bon, après, c'est peut-être pas le conducteur du van qui a fait le coup, mais bon. Par contre, qui c'est qui avait un van et qui est suspecté d'être un tueur en série? Christian Bruckner. Alors, je sais que je le mets à toutes les sauces, mais là, cette fille, elle revenait d'un concert hippie au Portugal. Et lui, il habitait à ce moment-là au Portugal, il faisait des voyages entre le Portugal et l'Allemagne. Et il fréquentait justement les trucs hippies. Donc on sait jamais. Elle a pu être victime aussi de Volker et Kurt, le routier allemand. En tout cas, cette affaire, en 1996, elle avait créé beaucoup de frictions entre la police néerlandaise et les Hollandais, parce que quand la mère elle avait déclaré la disparition de sa fille, elle trouve qu'elle n'avait pas été prise au sérieux. Après, quand le corps il a été retrouvé, ils n'ont pas voulu lui montrer pour qu'elle l'identifie en lui disant parce que le corps il n'était pas présentable, mais c'est normal dans un sens. Mais bon, ça ne le comprenait pas la mère. Aussi parce qu'après il y a eu des soucis pour faire rapatrier le corps aux Pays-Bas. Et voilà, il disait qu'en fait les Français ils se la pètent, etc. Je vois qu'il y a l'affaire Anaïs Marcelli aussi. Alors je sais pas si c'est cold case, c'est la police qui a donné l'information ou si c'est les médias qui ont essayé d'estimer sur quelle affaire il pouvait être. Mais en 1991, quand Anaïs Marcelli elle a été tuée, Michel Fourniret il était en prison. Alors il y a plusieurs sources. Il y a des sources qui disent qu'il était 6 mois en prison sans donner de date vraiment exacte. Et il y a une source qui donne des dates exactes. Et là, ça couvrirait toute l'année 1991, donc il ne pourrait pas être sur l'affaire Anaïs Marcelli. Affaire suivante, l'affaire Pascal Bieguet. Alors l'affaire Pascal Bieguet, sa disparition, je me renseignais dessus il y a quelques mois, toujours en lien avec l'affaire Fourniret. C'est une affaire qui est assez complexe. Pourquoi? Parce que Pascal Bieguet, elle fréquentait le milieu des motards. Des fois, c'est pas pour stigmatiser les motards, mais c'est un milieu, des fois, qui est assez criminogène. Il y a beaucoup d'actions violentes. Et puis, dans le département, il y a eu d'autres disparitions. Il y a eu la disparition de Martine Sanchez, pas Emmanuel Sanchez, comme il y a marqué là-dessus, mais Martine Sanchez, qui a disparu en 2002. Et il y a aussi eu une femme qui habitait dans le département qui s'appelait Sylvie Debrieux, qui avait disparu juste 2 jours avant Pascal Bieguet.
Sa voiture, elle avait été retrouvée près d'une gare avec son sac dedans, sa carte bancaire, etc. Autant de disparitions dans le même coin, alors que les Fourniret, bon, ils auraient pu en enlever une, mais ils auraient pas fait 150 000 allers-retours, alors qu'ils vivent en Belgique, c'est assez loin de là. Ça, toutes ces disparitions dans un périmètre aussi petit, ça peut laisser penser que c'est un local qui a sévi, qui s'est jamais fait attraper, mais que c'est un local. Par contre, qu'est-ce qui peut laisser penser que c'est Fourniret? Bon, il y avait les fils d'Olivier qui ont vécu à Perpignan, mais c'est très éloigné, même si c'est le sud-ouest, ça reste quand même éloigné. Admettons qu'ils soient montés voir la famille d'Olivier à Nantes, qu'ensuite ils descendaient voir les fils d'Olivier à Perpignan. Ils faisaient un détour par les Landes à la limite, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais qu'est-ce qu'il peut faire penser que c'est eux? C'est que ça ressemble à l'enlèvement de Lydie Loger. Lydie Loger, elle est arrivée chez elle. Elle a été enlevée de chez elle. Et là, Pascal Béguin, elle est bien rentrée chez elle aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Olivier Fourniret, il la voit rentrer chez elle en voiture. Il la suit. Quand elle arrive au domicile, il prépare l'attaque. Fourniret, il enlève sous la menace. Et après, ou Fourniret ou Olivier prennent sa voiture à Pascal Béguin pour la mettre plus loin pour brouiller les pistes. Bon, dans sa disparition, il y a Volker et Kurt qui a été investigué, il y a Patrice Allègre, il y a Michel Fourniret déjà qui avait été investigué à un moment mais ils n'avaient rien trouvé contre lui. Qui c'est qui n'a pas été investigué une fois de plus, c'est Christian Bruckner. Et vu où ça s'est passé, Pissos dans les Landes, c'est encore pas loin de l'Espagne, où Bruckner passait souvent, donc pareil on sait jamais. Affaire suivante, la disparition de Patricia Lemaire. Alors on n'en sait pas beaucoup, si ce n'est donc qu'elle a disparu à 33 ans le 27 septembre 1997, qu'elle a été mannequin, une profession qui a tendance à attirer des prédateurs. Alors, qu'est-ce qui peut laisser penser que Michel Fourniret pourrait être impliqué? Tout simplement que c'est sûr et certain qu'il s'est déjà rendu au moins une fois dans le département. L'ex-mari de Monique Olivier l'a vu, parce qu'en fait Michel Fourniret et Monique Olivier ils traquaient l'ex-mari de Olivier. Alors il a habité vers Nantes. Après il a déménagé, il a fait plusieurs endroits dans le sud. Et il a habité les Alpes-Maritimes. Et une fois, il s'est retrouvé nez à nez avec Michel Fourniret. Donc on sait qu'il est allé au moins une fois. Qu'est-ce que c'est qui pourrait dire que c'est pas Michel Fourniret? C'est qu'il y a eu d'autres disparitions dans le département. Alors bon, ça peut être des cas isolés, hein. Chaque cas peut être un cas isolé. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est là-bas du coin, qui frappait du coin, un serial killer local. Parce qu'il y a aussi une femme qui s'appelait Valérie Mathieu, qui avait déjà disparu en novembre 93. Et il y a aussi Marie-Hélène Audois, qui a disparu en 91. Mais bon, ça, c'est peut-être des affaires séparées, comme je vous ai dit. Ou peut-être que c'est Fourniret qui est descendu plusieurs fois et qui les a enlevés aussi. Peut-être qu'il en a enlevé deux et pas l'autre. Peut-être qu'il en a enlevé une et pas les deux autres, on ne sait pas. En tout cas, il a été vu dans les Alpes-Maritimes. À ce compte-là, vu la proximité géographique, il peut être impliqué aussi dans la disparition de Marina Rossi. Il n'y a quasiment pas d'informations à propos d'elle, si ce n'est qu'elle avait 20 ans et qu'elle faisait 1m62. Affaire suivante, le meurtre de Linda Schwartz, qui disparaît le 17 décembre 1998 de Sisteron, et dont le squelette est retrouvé les jambes ligotées près d'une centrale hydroélectrique à Oraison. Alors qu'est-ce qui peut faire penser que c'est Fourniret et Olivier? Toujours pareil, c'est sur la route pour se rendre là-bas dans les Alpes-Maritimes. Mais bon, j'y crois pas trop parce que les enquêteurs à l'époque, ils privilégiaient plutôt la piste de quelqu'un qu'elle connaissait.
et de quelqu'un de local, parce qu'il fallait savoir, il fallait connaître pour se rendre sur les lieux là où elle a été découverte, il fallait connaître. Donc sûrement qu'ils vont vérifier pour fermer la porte Fourniret, mais il y a peu de chances que ce soit lui qui ait fait le coup. Affaire suivante, où je ne crois pas du tout à l'implication de Fourniret, mais bon, c'est possible. Mais c'est cette histoire de corps non identifiés. Là. Pourquoi j'y crois pas du tout? Je me suis renseigné plusieurs mois sur ça, depuis qu'ils l'ont fait exhumer là en novembre. Et en fait, avant qu'ils trouvent ce corps, quelques semaines avant, ils avaient déjà trouvé un bébé mort. C'est un petit village, on ne trouve pas des cadavres tous les jours, c'est pas Ciudad Juárez. Alors apparemment ils ont fait des tests ADN. Le bébé ne serait pas l'enfant de cette femme. Est-ce qu'ils ont fait l'ADN de parentèle pour voir si c'est pas quelqu'un de plus éloigné? J'en sais rien. Mais c'est possible qu'ils aient un autre lien, si ce n'est pas un lien familial. La piste que je privilégie dans cette histoire de corps là, non identifié, c'est la piste ou des Roms ou des gens du voyage. Pourquoi? Parce que déjà la description de la femme, elle ressemblerait à une occidentale, mais elle serait mate de peau, avec les cheveux ondulés et des colorations blondes, des mèches blondes. Les cheveux un peu jaunâtres, là, les colorations qu'ils font, c'est très répandu chez les Roms et tout. Et puis surtout, des corps qu'on n'arrive pas à identifier, il n'y en a pas des millions. Et les Roms sont très mobiles, ils déclarent pas toutes les naissances, etc. Donc ça peut expliquer que la disparition n'ait pas été signalée parce qu'en fait ils se sont cassés, que personne n'a pu remonter jusqu'à eux. Le bébé, la naissance n'a pas été déclarée, donc personne dans les services sociaux, etc. s'en sont rendu compte. C'est un exemple, il y a d'autres façons de les rechercher, mais bon. Et la femme, c'est pareil, la femme, personne ne l'a signalée disparue, parce que chez les Roms et tout, il y a l'omerta, donc même s'ils se rendent compte que le mari, il n'y a plus sa femme ou quoi, ils vont pas aller le balancer. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Affaire suivante, l'affaire Edwige Rotong, dont on ne sait rien si ce n'est qu'elle avait 25 ans lorsqu'elle a été retrouvée morte à Maglan en Haute-Savoie. Elle a été découverte le 19 mars 1993. C'est tout ce qu'on sait, il n'y a pas un article, il n'y a rien dessus. Donc, dans l'affaire Edwige Rotong, je vois pas ce qui pourrait l'amener là-bas. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas allé. On sait qu'ils étaient très mobiles les deux, là, Fourniret et Olivier. Donc il a pu aller chasser là-bas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui pointe vers lui apparemment. Pas ce que je sache du moins. Affaire suivante, l'affaire Emmanuel Sanchez. Alors l'affaire Emmanuel Sanchez, elle s'est passée à Toulouse, c'est les terres de Patrice Allègre. Mais c'est pas lui puisqu'il était en prison à cette date-là. Par contre, on est toujours sur le chemin de Volker et Kurt. On est toujours sur le chemin de Christian Bruckner. Et bon, Fourniret, il a pu y passer pour les raisons que je vous ai déjà expliquées, pour aller voir les fils d'Olivier ou pour une autre raison. Qu'est-ce que c'est qui pourrait discréditer la piste de Fourniret? C'est que 1 mois et demi après que Emmanuel Sanchez ait disparu, dans le même secteur, il y a une autre fille qui s'appelait Lucie Gabarroca qui a été assassinée par un gars qui s'appelait Francis Capelleri. Donc est-ce que Francis Capelleri il aurait aussi fait disparaître Emmanuel Sanchez? Peut-être, on ne sait pas. Affaire suivante, l'affaire Corinne Lazzari. Alors Corinne Lazzari, elle a été vue donc la dernière fois par des témoins avec un bidon d'essence, elle était tombée en panne d'essence.
Parce que sa voiture, elle n'a pas été retrouvée à son domicile, mais là, on sait que c'est pas le criminel qui l'a bougé, apparemment. Hein. Là, on est toujours sur les terres d'Allègre, mais par contre, là, il était en liberté. Il est cité dans l'affaire, de toute façon. Allègre. Bon, il y a plein de bizarreries dans son histoire. Notamment la colocataire de Corinne Lazzari, qui après la disparition, elle était terrorisée. Mais bon, ça, à la limite, on peut le comprendre, parce que même si elle n'est pas impliquée, sa coloc, elle disparaît, ça a dû lui faire bizarre, bien sûr. Mais cette fille, elle disait connaître un videur toulousain. Allègre, c'était un videur toulousain. Donc est-ce que Allègre, il aurait rencontré Karine Lazzari via sa colocataire et que ça aurait mal tourné? On ne sait pas. Et puis la colocataire, elle a fait un voyage en Belgique aussi, 3 semaines auparavant, soi-disant pour toucher un héritage. Mais en fait, la police s'était renseignée, il n'y avait pas d'héritage. Donc qu'est-ce qu'ils sont montrés touchés en Belgique? Voilà, s'il faut, elle a été envoyée par Allègre toucher de la drogue là-bas en Belgique, parce que c'est à côté des Pays-Bas, tout ça. Bon, ça c'est moi qui fais le scénario. Encore plus fou, est-ce qu'elle n'est pas montée? Est-ce qu'elle ne connaissait pas Fourniret? Parce que Fourniret, il habitait à l'époque en Belgique. Alors là, ça parle oui, même si c'est possible, ça parle oui. Bon, après toujours pareil, Karine Lazzari, elle était aussi sur la route de Eckert et de Bruckner. Affaire suivante, affaire Sophie Cheyenne. La disparition de Sophie Cheyenne. Alors, qu'est-ce qui peut mettre Fourniret là-bas? C'est que c'est seulement à une centaine de kilomètres de là où il a enlevé Lydie Lauger. C'est à 135 km de Nantes où Olivier elle a toute sa famille, certains membres de sa famille. Et bon, ça peut se trouver sur la route entre Nantes et la Belgique, Laval, de là où elle a disparu. Qu'est-ce que c'est qui discrédite l'hypothèse Fourniret? C'est qu'elle disparaît après une dispute avec son petit ami. Donc déjà, ça, voilà. Il y a plus de soupçons qui se dirigent vers le petit ami. Surtout qu'il a mis 4 jours à signaler la disparition et que l'appartement, il était sans dessus-dessous. Affaire suivante, l'affaire Nadège Desnois. Cette affaire, elle est intéressante parce que le modus operandi de Michel Fourniret a été appliqué. C'est-à-dire que bon, le corps a été déplacé, il a été transporté, et elle a été poignardée et étranglée ou étouffée selon les sources. Voilà, parce qu'en général, il les étrangle, mais s'il voit qu'il y a de la résistance, il les poignarde, comme il a fait avec la petite Natacha Danet. Aussi, le corps a été retrouvé caché sous des branchages, et ça c'est un modus operandi que Michel Fourniret a utilisé plusieurs fois. Au moins pour Manania Tumpong et Céline Saison. Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, bon, le corps non identifié qui a été retrouvé là, que je pense que c'est des Roms. Voilà, il y a un truc qui ressemble à Michel Fourniret dans ce meurtre, c'est ça. C'est que le corps il a été retrouvé dans un chemin sous des branches. Là, pour Nadège Desnois, en plus que le modus operandi ressemble très fortement à celui de Michel Fourniret, on n'est pas loin de ces terres où il a grandi. Donc, voilà, ça c'est une affaire où on va peut-être apprendre que c'est Michel Fourniret qui a fait le coup. Affaire très peu médiatisée. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, vous me direz en commentaire. Affaire suivante, l'affaire Florence Boise. De Florence Boise, j'en ai déjà parlé sur une des vidéos sur Estelle Mouzin, parce qu'en fait, elle a disparu dans la période où Estelle a disparu, dans la région où Estelle a disparu. Elle avait accueilli chez elle des pèlerins polonais, comme l'avaient fait les parents d'Estelle à l'époque. Bon, ça n'a sûrement rien à voir, puisque... Après, bien sûr, le profil ne ressemble pas du tout à celui d'Estelle Mouzin, parce que Florence Boise, elle avait 38 ans. Et bon, je pense pas du tout à l'implication de Fourniret, même si elle a disparu dans une région qu'il connaissait très bien,
et où il a donc enlevé déjà une victime qui est Estelle Mouzin. J'y crois pas du tout, parce qu'elle est partie avec des médicaments, elle était dépressive. Elle est partie avec un sac, etc. Donc je pense plus à un suicide, la pauvre. Et là, la dernière affaire, c'est celle qui m'a décidé de faire la vidéo. Je ne comptais pas faire de vidéo, mais c'est celle qui m'a poussé à le faire, parce que je vois tous ces noms qui sortent. Il y a plusieurs de ces noms que j'étudie depuis un moment dans l'affaire Fourniret. Notamment celui de Cynthia Gugelman. Alors Cynthia Gugelman, elle disparaît de Toul. Bon, elle passe la soirée avec ses collègues, il y en a un qui la ramène, et après elle disparaît. Ses affaires, c'est qu'à sa carte d'identité, tout ça, elles sont retrouvées dans un canal, et après, plus de nouvelles. Et pourquoi cette disparition, elle est importante? C'est parce que vous savez que chez Fourniret, en Belgique, ils ont trouvé déjà des chaînes accrochées au mur, et des noix qui avaient été rongées par des humains dans la cave. Et si vous avez vu mes vidéos sur Estelle Mouzin, justement, à un moment je disais, mais ces noix, elles n'ont pas été mangées pendant la période blanche. C'était pas des noix qui étaient là depuis 10 ans. C'était une victime récente. Et Cynthia Gugelman, elle a disparu très peu de temps avant que Michel Fourniret soit arrêté. S'il faut, la dernière victime de Michel Fourniret, c'est pas Estelle Mouzin, c'est peut-être Cynthia Gugelman. Ce qui expliquerait qu'il y avait toujours des noix par terre quand ils ont fait la descente chez Fourniret. Parce qu'elles n'étaient pas là depuis longtemps. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils ont fait des prélèvements ADN sur ces fameuses chaînes aussi? Parce que s'ils l'ont pas fait, ce serait vraiment déplorable. Mais Cynthia Gugelman, c'est sûrement une affaire qui va être intéressante, parce qu'en plus, c'est pas loin de là où a sévi Fourniret, où il a grandi, etc. Voilà. Bon, là, on a fait le tour un peu des noms qu'ils ont lâchés aujourd'hui dans les médias. On a vu un peu ensemble leurs affaires rapidement. Maintenant, je vais vous donner quelques noms que ça m'étonne qu'ils les aient pas donnés, justement. Bon, je vais pas vous répéter à chaque fois, c'est les terres d'Allègre, c'est les terres de l'Ain, elle était sur le trajet de Eckert, elle était sur le trajet de Bruckner. Je vous donne juste les noms. Donc, il y a Tatiana Andoujar qui a disparu le 24 septembre 1995. Bon, il y a déjà un suspect dans l'affaire de Tatiana Andoujar, mais bon, il n'y a rien qui l'incrimine. Et ça peut être n'importe qui, ça peut être pareil Bruckner, ça peut être Fourniret, ça peut être Eckert, ça peut être Alex, ça peut être n'importe qui. Ensuite, il y a l'affaire Valérie Réorda, qui avait 16 ans, qui est morte à Saint-Jory, près de Toulouse, qui avait disparu le 7 août 1990. Et cette affaire, bon, elle est passée sur le dos de Allègre un peu. Mais elle a été retrouvée sous des branchages aussi. Donc c'est le mode opératoire de Fourniret. On a Karine Dujourduy, qui est âgée de 19 ans et qui a disparu le 6 avril 1996 à Bonneville. On a Nathalie Boyer, 15 ans, qui a disparu le 2 août 1988 à Villefontaine. On a Karine Ledoux, qui a disparu à 21 ans à Jussy, mais le Jussy qui est à côté de Metz en 99. Là c'est intéressant aussi parce que c'est pas loin des terres de Fourniret. Elle a disparu le 4 juin 1999. On a Aurore Pinson, 14 ans, qui était citée dans l'affaire Fourniret. Là, je sais pas pourquoi, s'il a été écarté ou s'il le donne plus. S'il donne pas son nom pour X raisons. Aurore, elle avait disparu le 21 décembre 1995 à Guérande, là où ils ont trouvé le petit Jonathan Coulon mort. C'est pour ça que moi au début j'avais cru que c'était... À l'époque je pensais que Martin Ney et Bruckner se connaissaient, parce que Martin Ney et Bruckner sont deux Allemands qui se sont retrouvés en même temps dans un petit village au Portugal, ces deux pédos,
Donc je me suis dit peut-être qu'ils sont montés là-haut et qu'ils ont fait Aurore Pinson et Jonathan Coulon aussi. Mais récemment on a appris que le témoin, apparemment il dit qu'il a vu qu'un individu, le témoin dans l'affaire de Jonathan Coulon. Donc Bruckner il est peut-être jamais allé là-bas du tout. Aujourd'hui j'avais décidé de vous donner que des françaises parce que sinon on s'en sort plus. J'en ai relevé, je sais pas combien, voilà, pour travailler sur l'affaire Fourniret, c'est un cauchemar parce que il faut déterrer des disparitions qui sont très vieilles, qui sont pas toujours dans les médias, qui des fois ces gens ils ont disparu, après en fait ils ont été retrouvés mais on l'a pas su, donc vous creusez pour rien, vous perdez du temps pour rien. Je le fais aussi dans les autres pays, donc ça c'est encore plus long. Bon, enfin bref, j'avais décidé de vous donner que des Français, mais je vais vous donner une étrangère. Parce que c'est très important. C'est une Belge qui s'appelle Sylvie Carlet, qui a 19 ans, qui avait 19 ans, qui a disparu le 15 décembre 1994 à Roucourt, en Belgique. Pourquoi? C'est une affaire que je pense importante. Bon, déjà, cette fille, j'ai cru longtemps que ça aurait pu être la fille au père, une des jeunes filles au père qui aurait disparu. Parce que le dessin qu'il fait, là où elle a le carré et tout, allez voir ma vidéo sur les dessins, vous allez voir. Ça peut correspondre à Sylvie Carlet si vous regardez quelques photos. Sylvie Carlet, elle n'aurait pas eu d'accent, comme le disent les témoins. L'âge, il aurait pu coller parce que Sylvie Carlet elle avait 19 ans. Donc les témoins ils auraient pu croire qu'elle avait 16-17 ans. Mais récemment j'ai appris que c'est pas possible que ce soit Sylvie Carlet parce qu'il y a des témoins, ça je l'avais pas encore vu ce témoignage. Il y a des témoins qui ont entendu la fille au père lors de la soirée J'ai dîné plein air avec Monique Olivier. Et ils l'ont entendu dire à Monique Olivier: ah ouais mais attends, si je suis mineur. Elle était inquiète, la fille. Elle a dit: je suis mineur, donc c'est pas possible que ce soit Sylvie Carlet. Mais c'est surtout que Sylvie Carlet, en fait, elle a de la famille à Sugny en Belgique. Sugny, ça se situe à quelques kilomètres seulement à vol d'oiseau du château du Sautou. Ça se situe à une vingtaine de kilomètres du domicile des Fourniret en Belgique. Et surtout, c'est là que Fourniret s'est débarrassé du corps de Céline Saison. Et selon certaines sources, l'oncle de Sylvie Carlet aurait peut-être même chassé avec Michel Fourniret. Donc voilà, c'est une victime plus que potentielle de Michel Fourniret. Bon, j'ai essayé de creuser pendant des semaines, voire des mois, et j'ai rien trouvé. Mais bon, j'ai trouvé ça. Voilà. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai galéré, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais bon, voilà, je vous ai un peu donné des informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous le soupçonnez dans quelques affaires, faites-moi le savoir. Merci. Bon, sur toutes ces affaires là qui sont sorties, il y a déjà des gens qui s'interrogent, qui se disent mais Fourniret il a jamais été là-bas, surtout dans le sud de la France. Il a jamais sévi là-bas ni rien, mais ils se disent que c'est sûrement d'autres personnes, d'autres tueurs en série justement comme Allègre et tout, qui ont fait le coup. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que Michel Fourniret c'est un grand calculateur, qu'il a fait des décès. Si vous ne connaissez pas ces décès, allez voir ma vidéo où on essayait de les décrypter. On parle d'un décès où il y a un caméléon. Et je ne suis pas le seul à penser qu'en fait, Michel Fourniret voulait signifier en fait qu'il était passé comme un caméléon, en gros qu'il avait commis des crimes et que c'était passé sur le dos d'autres serial killers. Il y avait déjà Angel Domèche qui était passé au début sur Émile Louis, mais c'est peut-être aussi ça, dans le sud-ouest, des victimes qui sont passées sur Patrice Allègre, qu'on croit que c'est Patrice Allègre qui a fait le coup, en fait c'est Fourniret.
Voilà, il essayait de passer inaperçu. Et même après son arrestation, il essaye toujours de minimiser, contrairement à ce que disent certaines personnes qui disent qu'il veut faire sa légende et blablabla. Il voudrait faire sa légende, il balancerait toutes ses victimes pour faire monter le score, pour après se dire le plus grand serial killer d'Europe ou un truc comme ça. Mais de toute façon, c'est une des plus grandes d'Europe. Vu comme il fonctionne, le nombre de victimes et tout, c'est une des plus grandes d'Europe déjà. Il a pu faire le caméléon aussi à cause de toutes ces légendes là. Aussi comme quoi c'était juste un tueur de vierges, d'enfants, tout ça. Là, les gens, comme je vous ai dit, ils y croyaient pas trop à ces nouveaux cold cases qui sont sortis parce que vous remarquerez, il n'y a pas d'enfants. Mais Michel Fourniret, si vous regardez bien, pour l'instant, il y a 12 victimes connues et c'est pas tous des enfants. Sur 12, il y en a 6 qui étaient des adultes. De jeunes adultes, certes. Pour certains qui venaient d'être majeurs ou qui avaient 20 ans et quelques, tout ça. Mais des adultes. C'était pas des enfants, des préadolescentes ni rien. Enfin, la moitié oui, mais la moitié c'était des adultes. Donc là, il va falloir espérer qu'ils regardent d'un autre œil, qu'ils regardent pas avec des œillères, qu'ils se disent pas ouais là c'est pas lui parce qu'il y a pas ci, il y a pas là. Ils vont bien creuser, faire des comparaisons ADN, etc. Là, on est vraiment à un moment charrière de l'affaire parce que Fourniret, en plus de la tête, il a le cœur qui marche pas bien aussi. Donc il risque de mourir bientôt. D'ailleurs, c'est injuste parce que il mériterait de mourir d'un cancer des poumons, de suffoquer, de suffoquer comme il a fait suffoquer ses victimes. Que là, il va avoir un arrêt du cœur qu'il va pas souffrir. Qu'est-ce qu'il y a de plus belle mort qu'un arrêt du cœur? Et bon, il va emmener ses secrets dans la tombe. Il y a quelques mois encore, je me disais, faut surtout pas qu'il meure parce qu'il avait encore beaucoup de choses à avouer. Mais bon, vu qu'il avait perdu la tête ces derniers temps, il servait plus à rien, il pouvait plus parler ni rien. Donc vaut mieux qu'il meure au niveau stratégique pour l'affaire parce que lui est mort. Olivier, elle peut vouloir charger Fourniret. Là elle voit qu'il y a des affaires qui arrivent. Si lui il est vivant, elle va pas dire il a fait ci ça de peur que lui il l'enfonce. Mais s'il est mort, elle va l'enfoncer à mort, elle va donner toutes les affaires qu'elle peut en espérant qu'elle soit vite jugée et que ses peines elles se confondent avec la fin de sa peine de sûreté. Voilà. Là, une fois qu'il est mort, il pourra plus se défendre, elle va le charger, elle dira moi j'étais pas, il m'a raconté. Il y a sûrement beaucoup d'affaires qui vont sortir. Faut espérer que ce soit ça. Faut espérer qu'elle le pense comme ça. Enfin bref, on verra bien. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci.